Bonjour à tous et bienvenue aux experts. Comme toutes les semaines, nous allons décortiquer l'actualité de la semaine, l'actualité régionale, l'actualité nationale et même parfois internationale. Au menu, entre autres, les droits de la femme, la Turquie et un détour par les tunnels, bien sûr. Nous passerons nos 2 invités politiques au scalpel grâce au concours de 4 experts, dont 2 nouveaux. Alors, je vais vous les présenter. Ils bloguent l'actu. Il a un mot à dire sur tout et surtout un mot à dire. Marcel Sel, bonjour. Non, pas surtout. J'insiste, pas surtout. Pas sur le foot. Elle défend la veuve, le consommateur et l'orphelin. C'est Julie Frère, porte-parole de Testachat. Bienvenue Julie. Merci pour cette première. Bonjour. Il dévore un ou une politique chaque jour à son petit déjeuner. Sur Bel RTL et dans l'Écho, Martin Buxan. Bonjour Martin, bienvenue. Bonjour Jean-Jacques. Et elle déniche les futurs écrivains parmi tous les retraités, qu'ils soient djihadistes ou politiciens. Véronique de Montfort, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, notre premier sujet, c'est la journée des droits de la femme. C'est ça qui a marqué le début de la semaine. Et j'ai choisi de vous montrer ce reportage qui a eu pas mal de succès, on a beaucoup parlé, sur les pompières. Un reportage réalisé par Elisabeth Groutard, c'est Manon Hugui. Si parmi vous, il y a des filles qui aiment bien plonger, qui se plongent régulièrement, eh bien, il y a également ici une formation... Quoi de mieux qu'une femme pompier pour faire visiter la caserne de l'héliport à d'éventuelles nouvelles recrues? Pour certaines d'entre elles, faire ce métier est un rêve de toujours et pas question d'échouer au prochain concours de recrutement. Je m'entraîne déjà depuis un petit moment et dès que je saurai plus, je vais m'entraîner aussi plus spécifiquement. Si c'est un cardio training, je vais m'entraîner sur le cardio. Si c'est au niveau de la force, je vais m'entraîner sur la force. Mais oui, je m'entraîne et j'y tiens plus que tout. Je suis ambulancière à la Croix-Rouge comme volontaire et c'était pour moi une suite logique d'évoluer dans ce métier-là que j'adore. Une bonne nouvelle pour les casernes de Bruxelles qui ont bien besoin de cette touche féminine. Sur 1 millier de pompiers, seules 8 sont des femmes. Parmi elles, Sarah, pompière depuis 2 ans, elle n'a qu'un conseil à donner, celui de s'entraîner. Le physique compte énormément dans ce métier et se perd très très vite. Avec tous les exercices qu'on fait, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable d'aller sur les interventions et de rentrer à l'intérieur d'une pièce en feu. Même avis pour les hommes, bien contents d'avoir à leur côté des femmes tout aussi capables d'assurer sur le terrain. Certaines interventions, notamment avec les enfants, je pense, sont plus aptes que nous. Vous pensez qu'une femme est aussi capable qu'un homme d'être pompier? Aussi, bien sûr, autant qu'un homme, voire mieux même des fois. Moi, j'ai déjà eu le cas avec une femme qui avait des problèmes conjugaux et donc du coup elle voulait pas en parler aux hommes, mais bien à moi, ça posait pas trop de problèmes. Le prochain concours aura lieu cette année. Avant cela, d'autres visites sont prévues à la caserne pour espérer garantir plus de mixité chez les pompiers. Alors Marcel Sel, cette journée des droits de la femme, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Moi, je me suis beaucoup amusé la veille parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les hommes doivent s'impliquer totalement dans les droits des femmes. C'est fondamental parce que l'émancipation de la femme, c'est aussi l'émancipation de l'homme. Si on peut aujourd'hui avoir de l'émotion, s'occuper d'un bébé, ne fût-ce que le prendre dans les bras, c'était ridicule il y a 2-3 générations, c'est parce que les femmes se sont émancipées. Mais il y a la tendance aussi des hommes de reprendre le pouvoir et de dire aux femmes ce qu'elles devraient faire, ce que devrait être le féminisme. Ou, comme ici, dans le cas de notre ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, pour la journée des droits de la femme, la veille de ce jour-là, il a réuni le personnel féminin des ambassades à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit au milieu, au centre, le leader, Didier Reynders. Et je trouve que c'est tellement pas ça, c'est tellement pas, regardez, je suis l'homme qui m'occupe de toutes les femmes qui sont derrière. Voilà, c'était exactement une cocasserie. Alors c'est de très bonne volonté de sa part, mais oui, voilà, c'est pour mettre en avant aussi toutes les femmes qui travaillent. Bien sûr, sauf que devant les femmes qui sont mises en avant, il aurait dû être derrière. Julie Frère, vous, quelle est votre analyse de cette journée? Mais je pense qu'il y a beaucoup de discussions autour de l'opportunité de célébrer encore cette journée ou non. Il y a des voix qui disent, bon, mais à partir du moment où on est censé être tous égaux, pourquoi est-ce qu'on doit avoir
journée des droits des femmes. Moi, je pense qu'il y a un certain intérêt à la célébrer encore aujourd'hui parce que malheureusement, le travail n'est pas du tout terminé et qu'il y a encore énormément de choses terribles qui se passent dans le monde par rapport aux femmes, énormément de violences qui sont encore faites. Et en Belgique, on a encore beaucoup de problèmes au niveau des inégalités salariales, au niveau de la flexibilité sur le lieu de travail. C'est encore trop souvent la femme qui met sa carrière entre parenthèses pour s'occuper des enfants. Et les mentalités changent très, très, très doucement. Et donc, je pense qu'avoir une journée par an où on se dit, eh bien, on va faire un petit état des lieux. Où en sont les droits des femmes dans le monde? Comment est-ce que la situation évolue dans notre pays? Je pense que c'est important de faire le point. Ça vaut la peine. Donc, rendez-vous l'année prochaine. Martin Buxan. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Julie. Heureusement. Je trouve qu'on nous a bassinés avec cette journée de la femme. Je pense que les droits de la journée des droits des femmes. Et je pense que les droits des femmes, c'est au quotidien, c'est tous les jours. On doit se battre, on doit avoir ça en tête tout le temps, tous les jours. Alors venir maintenant avec une journée des droits de la femme, peut-être, mais je trouve ça un peu artificiel. Par contre, ce qui me semble assez important, c'est se battre effectivement contre les écarts salariaux. Ça, c'est un drame à job égal. Bon, 25%. C'est pas le même salaire. Je pense qu'on n'a pas beaucoup rappelé aussi. Ce qui est important, c'est les quotas. Par exemple, dans les conseils d'administration, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des entités fédérées, ils sont avec des quotas de femmes dans les conseils d'administration. Et je pense que ça fonctionne. Et il faut insister là-dessus. Et je crois que c'est quelque chose je crois qu'il faut bosser là-dessus au quotidien. Voilà. Véronique de Montfort. Eh bien, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on va mettre les choses du côté positif. Moi, je trouve que ça va bien. Alors, je sais, vous allez me dire, les écarts salariaux, le truc machin. Attendez, vous avez vu les immigrés qui nous arrivent, les migrants, le statut des femmes en Arabie Saoudite. Est-ce que vous voulez savoir maintenant ce qui se passe au Congo, au Brazzaville, où on viole les enfants et les femmes? Je veux dire, attendez, quoi. On a de la chance d'être dans ce pays, dans cette Europe qui a fait en sorte que les droits individuels soient respectés, que nous puissions aller en justice, que nous puissions avoir des droits qui sont défendus. Évidemment, rien n'est parfait, rien ne sera jamais parfait. On n'est pas au pays des bisounours, mais je trouve que cette vieille Europe, elle a vachement du bon. Eh bien, on va voir ce que nos invités Marie Arena et Jacques Brocci ont à dire à ce propos-là. On les invite à entrer et à nous rejoindre en studio. Alors donc Marie Arena qui s'assied, députée européenne, PS, et Jacques Brocci qui lui est sénateur, député régional, député aussi à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors vous avez entendu un peu ce qu'on a dit, vous avez vu ce reportage sur les pompières. Alors Marie Arena, est-ce que les droits des femmes, c'est fait, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien à faire ? Alors moi, je suis plutôt de nature optimiste et donc je dirais qu'on a déjà bien avancé, mais qu'on n'a pas encore tout. Même si on les a dans les lois, donc on est pas mal protégé dans un certain nombre de lois sur la question de la lutte contre discrimination. Mais par contre, dans les faits, et c'est ce qu'on disait, on n'y est pas encore arrivé. Il y a dont on parle beaucoup, c'est l'écart salarial. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'à compétences égales, nous ne gagnions pas la même chose, simplement parce qu'on est une femme. Il y a aussi la question des carrières. Donc on a les plafonds de verre aujourd'hui. Un certain nombre de femmes n'arrivent pas à dépasser un certain nombre de niveaux dans leur carrière. Et donc forcément, ça a des effets sur leur pension. Donc on a l'écart salarial, c'est autour des 17% dans la moyenne européenne. L'écart de pension, c'est autour des 35%. Donc une femme pensionnée est souvent au seuil de pauvreté, donc elle n'a pas de quoi vivre correctement après ses 65 ans. Et donc ce sont encore des choses qui sont présentes en Europe. Et puis il y a la violence. Une femme sur 4 aujourd'hui est ou a été ou sera victime de violence. C'est un fléau, c'est un vrai fléau. Et cette violence, elle est pour la plupart du temps dans l'enceinte familiale, dans l'enceinte privée. Donc ça veut dire qu'il y a là un rapport de domination entre l'homme et la femme qui est encore très présent dans notre société. Je suppose, Jacques Brocci, vous n'allez pas dire le contraire. Hein. Je ne vais pas dire le contraire, mais peut-être pas de la même manière. Moi, je suis plutôt pour exprimer les choses autrement. Je suis pour l'égalité homme-femme, et je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence de traitement selon qu'on est une femme, selon qu'on est un homme. De traitement, vous voulez dire de salaire? À tout point de vue. Bien, oui. Traitement au sens large du terme, que ce soit le salaire, que ce soit dans la vie. Moi, dans une autre vie, j'étais professeur de neurochirurgie. J'ai formé les premières neurochirurgiennes de notre pays. Et je peux vous dire que les femmes neurochirurgiennes, et à l'époque c'était vraiment une exception, étaient au moins
aussi bonnes que les hommes. Je n'ai jamais vu de différence et j'en étais très fier. Donc je ne comprends pas cette inégalité. Et puis je pense que nous devons nous battre. Je ferai d'abord un petit clin d'œil et puis je redeviendrai un peu sérieux. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a dans les inégalités, tout n'est pas nécessairement en faveur de l'homme. Si je vois la moyenne de survie, les femmes vivent 83 ans et les hommes seulement 78 ans. Nous devons nous battre pour l'égalité. Et là, je suis d'accord avec M. Buxan, c'est pas possible. Nous devons. Bon, alors redevenez sérieux, s'il vous plaît, Jacques Brotcher. Bien, mais bon, c'est la seule chose. Donc, mais tout à l'heure dans la présentation, vous avez parlé de passer au scalpel. Oui. C'est plutôt à moi de le faire. C'est plutôt à moi de le faire. Alors, avec votre permission, je vais peut-être les passer au scalpel et leur demander ce qu'ils pensent de la déclaration de Mme Erdogan dans le cadre justement de la journée des droits de la femme quand elle dit que le harem est une école de vie pour les femmes. Non, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. C'est pas ce genre de choses-là qui est d'usage chez nous. Non. Alors, il est vrai que nous devons... Attendez, Berlusconi a eu des déclarations qui n'étaient pas loin de ça. Ailleurs, que ce n'est pas problématique chez nous. Il vaut mieux se comparer à ceux qui font mieux que nous pour essayer d'y aller, plutôt que de se comparer à ceux qui font moins bien. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et pour redevenir, je dirais, plus que sérieux, même dramatique un peu, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a les femmes violées, il y a les femmes excisées. Et je voudrais quand même dire un mot, comme je suis ici, sur le travail extraordinaire qui est fait par le docteur Mukwege dans l'Est du Congo pour réparer toutes ces femmes. Et je crois que c'est fort important aussi d'en parler dès le moment où nous parlons de la journée des droits de la femme. Oui, mais j'entendais Julie Frère, elle disait « et ici, chez nous ». Il y a aussi des choses à faire. Chez nous, il y a beaucoup de choses à faire, mais qui sont différentes. Heureusement. Mais c'est vrai on parle souvent de ce qui ne va pas bien, les femmes excisées, etc. Mais on parle rarement de ce qui est mieux et vers quoi on veut tendre en matière d'égalité homme-femme. Parce que moi, j'ai été, le hasard fait que j'étais cet été dans les pays scandinaves, en Norvège, Suède, Danemark, j'ai tout fait. Mais c'est des sociétés qui sont très riches aussi, donc ils investissent énormément. Donc, est-ce que ça veut dire que l'égalité homme-femme, on y tend plus quand on a plus d'argent? Enfin, c'est une question que je me pose. Marie-Arena. Moi, je pense qu'on pourrait le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire que parce qu'ils ont investi dans l'égalité, ils sont plus riches. Quand on rencontre les entreprises suédoises, par exemple, elles disent cette diversité qu'on a aujourd'hui entre les hommes et les femmes dans nos entreprises nous apporte beaucoup en matière de créativité, d'innovation, d'équilibre de la vie privée et de la vie professionnelle. Donc, il n'y a pas de frustration. Aujourd'hui, il y a une étude qui est faite qui montre à quel point les hommes vivent des frustrations parce qu'ils ne peuvent pas concilier vie privée, vie professionnelle, parce qu'ils n'ont pas d'espace aujourd'hui pour s'occuper de leurs enfants. Quand un homme dans une entreprise en Belgique dit « je vais prendre un congé parental », on le regarde en disant « mais c'est pas à toi à le faire, t'as qu'à demander à ta femme de le faire ». En Suède, ils sont à 50-50. En Suède, ils sont à 50-50. Le reste de l'Europe, on est à moins de 3% de pères qui prennent leur congé parental. Et donc, il y a... Qui a pris un congé parental? Quel est le père qui a pris un congé parental ici? Le congé parental obligatoire. Oui, ça on est bien d'accord, tout le monde le prend. Sinon, non. C'est un peu différent. Voilà, c'est vrai. C'est également obligatoire. Je voudrais pour terminer sur cette thématique des droits de la femme, vous poser une question sur l'initiative du CAL qui essaye de pousser le fait que l'on sorte l'avortement et l'interruption volontaire de grossesse du code pénal, parce que ça n'a pas encore été fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes plutôt pour cette sortie du code pénal, Marie-Arena? Alors moi, personnellement, je n'ai pas vu la proposition du CAL là-dessus. Je trouve que la question de l'avortement est un droit qui revient aux femmes. Elles doivent avoir la possibilité de décider de leur corps. Et donc c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important. Ce n'est pas « mon corps est à moi », c'est « mon corps est moi ». Et à partir du moment où je dois décider d'une maternité, ça la concerne elle en particulier. Donc je veux qu'il y ait tous les dispositifs qui permettent de la protéger et qui lui permettent de faire ce choix dans la plus grande liberté. C'est ça qu'on doit absolument faire. Et donc si le CAL va dans ce sens, je soutiens la position du CAL. Si le CAL ne va pas dans ce sens, alors je ne soutiens pas cette position. Jacques Brotcher. Je comprends la position du CAL dans la mesure où, à l'heure actuelle, sur le plan politique, il y a toute une série de mouvements qui poussent à revenir en arrière par rapport à la loi de l'avortement, qui a, à l'époque, été
l'objet de pas mal de débats, de discussions, de mouvements dans la rue, de mise en prison de certains médecins à l'époque, etc. Donc, je pense et je crains qu'on ne revienne en arrière sur des acquis fort importants. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée que de sortir l'avortement de ce carcan judiciaire comme l'a proposé le CAL. Mais ça reste, je pense, peut-être aussi une matière qui devrait politiquement être discutée en commission santé, parce que c'est la santé quand même qui est fort importante et la santé aussi bien du bébé que la santé de la maman. Il faut tenir compte des deux. Donc ça devrait être débattu, je crois, en commission santé plutôt qu'en commission justice, ou en tout cas les deux ensemble. Merci aux hommes et aux femmes présents sur ce plateau pour cette discussion sur le droit des femmes. Passons à notre deuxième sujet, c'est la Turquie. La Turquie qui était au centre de tous les intérêts cette semaine, notamment sur la liberté de la presse. On a parlé aussi du traité, enfin de la discussion plutôt avec l'Union européenne. Et enfin, on a aussi parlé de la visite de nos ministres pour des questions sécuritaires en Turquie. Alors, d'abord, cette question sur la gestion des réfugiés et l'Union européenne. Je vous propose de revenir un peu en arrière. C'était dans le magazine M. Jean-Christophe Peuzès recevait notre spécialiste Europe, Nicolas Gros-Verreit. On signe un chèque en blanc à partir du moment où on ne veut pas gérer les réfugiés. Il faut voir que la Turquie, quand même, il faut lui reconnaître quand même cette chose-là, fait un travail d'accueil des réfugiés qu'aucun État européen, même tous les États européens, ne veulent pas assumer eux-mêmes. La Turquie n'est pas seule à faire cet effort. Le Liban fait un énorme effort. La Jordanie fait un énorme effort. L'Europe, si elle devait accueillir autant que le Liban, croulerait déjà sous les demandes. Si elle devait faire autant que la Turquie, elle ne serait pas d'accord. Donc la demande turque qui est... nous, on accueille, mais financer un peu, n'est pas illégitime. Ouais, et puis les concessions en matière de visa, l'assouplissement, et puis la poursuite des négociations d'adhésion. Les Turcs jouent un jeu intelligent, c'est des fins négociateurs. Ils savent que les Européens sont demandeurs. Quand vous êtes demandeur, ils en profitent pour négocier ce qui, eux, leur est intéressant. Les visas, pour moi, l'important, il y a les visas, il y a l'adhésion, etc. Mais je pense que pour les Turcs, le plus important, c'est d'avoir un partenariat d'égal à égal avec l'Europe. La photo du Premier ministre turc avec les drapeaux turcs côte à côte, avec le drapeau européen, avec le turc en turc et en anglais, et je pense tout aussi important pour les Turcs peut-être qu'1 milliard de plus. Maria-Arena, alors, toute cette séquence qui s'est passée entre Union européenne et Turquie, on a vu au Parlement européen à Strasbourg, c'était assez dur. Vous n'étiez pas content, en fait. Non, en fait, le Parlement européen n'a pas du tout apprécié l'accord, la proposition, parce que c'est pas encore fait. La proposition qui a été formulée par la Commission en discussion avec le Conseil, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Europe ne règle pas son problème à elle. Et donc, ce que nous voulons, c'est d'abord que l'Europe règle le problème. Vous savez qu'on doit relocaliser 160 000 réfugiés. Il n'y en a que 885 qui sont aujourd'hui relocalisés. Et donc, c'est pas correct. Ce n'est pas correct de dire « nous n'arrivons pas à faire notre travail, mais nous allons faire un partenariat avec la Turquie. On va essayer de la payer le moins possible, surtout, pour le faire. Mais on ne va pas avoir d'exigence non plus vis-à-vis de la Turquie par rapport à ce qu'on lui demande. Et ça pose difficulté. C'est-à-dire que parce qu'on n'arrive pas à régler notre problème, on remet tout sur le dos de la Turquie et on dit « Ah, finalement, ils n'acceptent pas et en plus, ils négocient. C'est quand même assez bizarre. » Donc là-dessus, nous n'étions pas d'accord. Le fait qu'on dise on remballe tout le monde de manière collective au niveau de la Turquie, ce n'est pas possible. D'ailleurs, tout de suite, les Nations Unies ont dit ce n'est pas légal. Non, ce n'est pas légal. Donc que l'Europe propose à la Turquie un accord qui n'est pas légal, je trouve que c'est aussi de l'amateurisme. Et donc sur ces raisons-là, nous sommes tout à fait contre. Et puis de mettre en balance la négociation de l'adhésion à la Turquie par rapport à ce que la Turquie peut faire sur les réfugiés, c'est quand même pas non plus quelque chose de correct. Aujourd'hui, la Turquie montre qu'elle a une attitude de plus en plus répressive par rapport à la liberté d'expression, par rapport aux droits d'opposition. Et en même temps, on va dire, mais parce qu'elle va accepter de régler le problème des réfugiés de l'Europe, on va être moins exigeant. Donc je trouve que la manière dont c'est négocié aujourd'hui est très 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 mal partie. Jacques Brocchi, vous, votre position par rapport à ça? Ma position, en partie d'accord avec Maria-Arena, mais pas tout à fait. Je crois que le problème, il est d'abord très complexe. On vit un drame humanitaire épouvantable. Et nous sommes devant une situation que nous devons impérativement gérer, puisque nous avons des centaines de milliers d'immigrés qui sont dans divers pays d'Europe. Ça, c'est un point.
L'autre point est que on ne fait rien. On parle avec la Turquie, on lui propose de l'argent, mais on dit aussi il faut absolument arrêter tous les passeurs. Mais ils sont où? Ils sont en Turquie. Que fait la Turquie? Je crois qu'il faut aussi voir où se trouve le problème à la source, et il faut aussi gérer les choses là où le mal se trouve. Alors, moi, je suis très dérangé. Je suis très dérangé. Moi, je suis très dérangé de négocier aussi de manière aussi souple, je dirais, parce que c'est quand même souple, et d'accepter des conditions d'un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne respecte pas les droits de la femme non plus, parce qu'on vient d'en parler, qui ne respecte pas les libertés de la presse, qui est quand même un pays qui est pas démocratique. Je suis désolé. Je suis désolé. Et en ça, je suis assez... Non. Je dirais, je n'engage que moi. Mais je suis tout à fait d'accord avec Guy Verhofstadt quand il dit qu'on a donné les clés de l'Europe au sultan Erdogan. Marcel Sell voulait réagir. Oui, justement. Est-ce que ça n'est pas... Parce que Nicolas Grovered a raison. Les Turcs, ils jouent leur jeu. Ils ont raison de le faire. Mais est-ce que ça n'est pas un constat d'échec gravissime de l'Europe où on n'arrive pas à faire entrer un seul réfugié musulman dans les pays de l'ancien bloc de l'Est qu'on a fait rentrer il y a quelques années? Est-ce que ça n'est pas un constat d'échec? Est-ce qu'on peut... Le projet européen est-il en échec, Marie-Arena? Alors, ça fait des années qu'on demande que la compétence du droit d'asile, du droit au territoire européen, soit une compétence européenne. Et ça fait des années que les États membres disent non, nous voulons garder cette compétence chez nous. Pour plusieurs raisons, mais il suffit de regarder la Belgique. Prenez depuis quelques années le ministre qui a géré la question de l'accueil des demandeurs d'asile, enfin du droit au territoire. Eh bien, c'est en général le ministre, au terme de son mandat, qui a explosé en notoriété, particulièrement en Flandre. Oui. Maggie de Bloch, Théo Franken. Oui, mais pas les précédents. Oui, mais parce qu'ils en ont fait des politiques qui étaient des politiques moins dures, qui étaient des politiques plus humanitaires par rapport à ces personnes. Dès que vous avez des comportements qui sont des comportements durs vis-à-vis de la question de l'asile, eh bien, vous faites un carton plein. Et les États membres veulent jouer là-dessus. Et nous disons, on est dans une situation humanitaire et nous ne pouvons pas jouer là-dessus. Aujourd'hui, il faut impérativement que l'Europe se dote de cette compétence pour la gérer, non pas de manière populiste, mais pour la gérer de manière correcte. C'est quoi la migration ? Comment est-ce qu'on accède à l'Europe? Comment est-ce qu'on établit des voies légales à la migration? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la Syrie, de l'Irak, de l'Érythrée. Mais demain, on parlera des populations qui viennent d'Afrique subsaharienne. Et après-demain, on parlera... Il y aura toujours ces phénomènes migratoires. Vous savez, il y a 10 ans, l'Italie de Berlusconi avait signé un accord avec Kadhafi pour que les Africains subsahariens ne rentrent pas en Italie. Est-ce que quelqu'un s'est soucié de l'accord que Berlusconi avait signé avec Kadhafi à l'époque? Personne n'en a parlé. Martin Buxon. Juste sur la Turquie, vous parliez du jeu de la Turquie, moi je parlerais plutôt de double jeu, parce que la Turquie, on est toujours en train de voilà, le jeu de la Turquie, mais il y a le double jeu qui joue aussi par rapport à Daesh, avec l'islamisme, les terroristes, le pétrole, par exemple, on sait que la frontière est très perméable, et donc voilà, on a... Et le problème kurde, comme le signale Marie-Arena. Le problème kurde, donc il y a un double jeu de la Turquie, et puis... La deuxième réflexion que je me fais par rapport à ça, moi j'ai été il y a 2 semaines il y a une semaine avec Didier Reynders au Liban, on était dans la vallée de la Bekaa, etc. Où il y a les réfugiés. Où on voit 1,5 million de réfugiés, il accueille le Liban. C'est catastrophique. Alors qu'on voit qu'ici l'Union européenne accueille peut-être 2 millions de réfugiés, on ne sait pas. Voilà, ça fait 4 à 5 réfugiés pour 1000 Européens. Je veux dire, on peut quand même... Je vais laisser le mot de la conclusion à Jacques Brocchi et après on passera au sujet tunnel. Je suis d'accord avec ce que Martin Buxon a dit, c'est parce que je ne voulais pas être trop long au départ, mais c'est évident, c'est essentiel. La Turquie joue un double jeu avec sa position par rapport à Daesh, le fait qu'elle pilonne les Kurdes au lieu de pilonner d'autres, etc. C'était évident. Mais vous savez, c'est un problème qui n'est pas neuf. On aurait peut-être dû mieux réfléchir par rapport à une éventuelle adhésion de la Turquie avant qu'elle ne bascule dans le camp où elle est maintenant. Il fut un temps où, je pense, la Turquie avait une idéologie qui était plus proche de la nôtre. Et maintenant, je suis fort inquiet de réaction, je terminerai là-dessus, parce que nous avons quelques pays, que ce soit la Hongrie, la Slovaquie, que ce soit Chypre, où vous avez là des dirigeants qui disent, l'un comme l'autre, qu'ils ne veulent pas accepter d'immigrants qui pourraient être une menace pour l'identité chrétienne de l'Europe, ou
que le pays veut bien accueillir des migrants, mais uniquement des chrétiens, tout cela est dit, et ce sont des dirigeants qui appartiennent, désolé pour Maria Arena, mais il y en a un, la Slovaquie, qui est membre du groupe socialiste, et les deux autres, etc. Il est suspendu du Parti socialiste européen. C'est très dérangeant, c'est très dérangeant. Alors je demande, et si on est laïque? Qu'est-ce qu'on fait? Et si on est une autre religion? Alors, ici, parce que le constat, on l'a posé, mais qu'est-ce qu'on fait? On leur coupe les subventions européennes? Voilà, à ces pays-là qui ne veulent pas. Maria Arena a une réponse très claire. Le problème, c'est que les traités ne le permettent pas. Et donc, il n'y a pas de subventions liées au respect de ces règles-là, vu que ce sont des règles qui ne sont pas européennes, ce sont des règles qui sont nationales. Oui. Et donc, ce qu'on devra faire, c'est de se remettre autour de la table et de travailler comme on l'a fait sur la crise bancaire. Sur la crise bancaire, on a fait un traité qui est un traité budgétaire, qui a dit aux États membres, si vous voulez que vos banques soient sauvées par un mécanisme européen, eh bien, vous allez signer ce traité budgétaire. Eh bien, on devra faire la même chose par rapport à la question des migrants. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outils juridiques qui permettent de prendre une contrainte vis-à-vis de ces pays. Il faudra le créer, comme on l'a fait avec la crise bancaire. Eh bien, on suivra cela. On en vient au chapitre hebdomadaire des tunnels, avec une commission spéciale qui a entendu les ministres-présidents. Je vais vous en montrer deux des ministres-présidents. Nous commenterons leur intervention ensuite. C'était donc mercredi. On entend d'abord François-Xavier de Donéa et puis juste après Rudy Vervoort. À l'époque, il y avait en tout cas beaucoup de travail à faire, mais c'était, je le répète, surtout, même essentiellement, sur la question des accidents. Jamais je n'ai vu le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Mobilité, Mobiris, je crois aujourd'hui, je ne l'ai vu venir me trouver pour me dire « Monsieur, attention, il y a des dangers imminents, les ministres compétents sont négligents, n'ouvrent pas les yeux, etc. » D'ailleurs, je n'aurais jamais soupçonné M. Chabert de ne pas prendre des mesures immédiates si on l'avait alerté. Donc jamais je n'ai vu un fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Mobilité venir me trouver pour me dire « Attention, il y a des dangers imminents ». Il faut renforcer l'expertise publique. Un service public fort est indispensable pour rendre un service de qualité aux Bruxellois. Parce que je pense que ça suffit de diluer les responsabilités entre services administratifs et de déléguer le plus possible au secteur privé. Cela ne fonctionne pas. Et vu l'ampleur future de la gestion des tunnels, je vous indique que nous menons une réflexion sur l'organisation de Bruxelles Mobilité. Comment la modifier pour assurer un service public de qualité, pour assurer les études, les travaux, la maintenance et l'exploitation? Alors, Véronique de Montfort, on a vu un François-Xavier de Donéa qui avait l'air plutôt à l'aise, un Rudy Vervoort plongé dans ses notes. Mais je crois que quand on a quitté le pouvoir, on est très à l'aise pour revenir des années après pour commenter les choses. Je veux dire, François-Xavier de Donéa peut faire tous les commentaires qu'il veut, il n'y est plus et depuis longtemps, donc dire que c'est l'administration, c'est les autres. Par contre, je crois que la position de Rudy Vervoort est beaucoup plus difficile. Je pense qu'il avait intérêt à lire ses notes, parce que, je veux dire, chaque ligne compte là maintenant avec les commissions qui sont créées. Et les responsabilités vont tôt ou tard tomber. Alors oui, c'est dur d'être au pouvoir. Et c'est vachement cool quand on n'y est plus et qu'on peut faire des commentaires après. Marcel, vous vouliez élargir le débat? Oui, on parle beaucoup des tunnels, mais le problème, c'est que depuis que Bruxelles, la région bruxelloise existe vraiment, dans tous les accords de gouvernement, on a parlé de la mobilité. On allait améliorer la mobilité. Alors, Bruxelles n'est pas vraiment responsable du fait que ça se soit aggravé, parce que par exemple, le nombre de voitures a quasi doublé. Il y a 2 fois plus de touristes, ce qui est très bien, et 2 fois plus de visiteurs économiques, ce qui est très bien. Mais tout ça fait du trafic en plus. Mais la mobilité, eh bien, on n'a toujours pas amélioré. Elle continue à s'aggraver. Et est-ce qu'on pourra un jour mettre pas 1 milliard, 5 ou 10 milliards qu'il faut mettre pour rendre Bruxelles mobile? Est-ce que l'Europe peut faire quelque chose, Maria Arena, en la matière? Je pense on est quand même dans la capitale de l'Europe ici. Le siège le siège des institutions européennes. On est dans le siège des institutions européennes. Il y a des vrais partenariats aujourd'hui entre l'Europe et la région bruxelloise. Le problème, c'est que le salut ne viendra pas de l'Europe. Aujourd'hui, Bruxelles double sa population tous les jours par les nafteurs, par les personnes qui viennent effectivement travailler sur Bruxelles. Et d'ailleurs, vous savez qu'on avait beaucoup travaillé sur le refinancement de Bruxelles, parce que les clés de financement de Bruxelles sont à la population vivant à Bruxelles.
Et donc forcément... Ça a été refinancé. Voilà, donc forcément, mais ça vient d'être financé. Ouais. Donc l'argent est là. Mais maintenant, il va falloir l'investir. Donc on avait des contextes budgétaires, ça fait des années depuis l'existence de la région bruxelloise. Donc ça va aller mieux demain, c'est ça que vous dites. Ça fait depuis l'existence de la région bruxelloise qu'on est dans un vrai déficit budgétaire sur le Vous étiez financement ministre de des Bruxelles. grandes villes en 2003 et 2008, si je ne me trompe. Est-ce que vous avez pu constater une volonté de Pourquoi est-ce qu'on a créé la politique des grandes villes? C'était justement pour tenir compte des besoins d'une agglomération telle que Bruxelles. C'est d'ailleurs Charles Piquet, à l'époque, qui a créé la compétence de la politique des grandes villes au niveau fédéral. Avec beaucoup de difficultés, dans la mesure où, au niveau flamand, il y avait aucune volonté, à l'époque déjà, de financer les politiques des grandes villes. Ça, c'est une première donne. La deuxième, la mobilité, évidemment, c'est à coup de milliards qu'il va falloir le faire. Ça profite aux Bruxellois, mais ça profite aussi et beaucoup aux nafteurs qui rentrent dans Bruxelles. Oui. Donc il faut que chacun contribue à la mobilité de Bruxelles. Martin Buxon. Juste une seconde. Vous venez de le dire, la politique des grandes villes, ça n'intéresse pas tellement les Flamands. Moi, ce que je m'interroge, donc 7 ans comme ministre de la Mobilité, Pascal Smet, je pense, 2004-2009 et puis maintenant 2 ans. Ouais. Et puis Brigitte Groels entre-temps. Il y a quand même une responsabilité flagrante là. Je veux dire, on parle des ministres-présidents, etc. Mais quand on est ministre de la Mobilité en charge, l'échec patent de la mobilité à Bruxelles, c'est eux, quoi. Jacques Prochy, c'est la faute aux Flamands? Je ne dis pas que c'est la faute aux Flamands, mais ils ont une responsabilité évidente. Martin Buxon le souligne. Ce sont 2 ministres flamands qui sont en charge de cela, bien sûr. Je pense qu'ici, il faut quand même remonter un peu en arrière. Il faut dire qu'au moment où on a créé les tunnels, c'était quelque chose de merveilleux, c'était avant-gardiste, et il est vrai que ça nous a permis d'avoir une circulation fluide permettant de traverser Bruxelles assez rapidement. Puis au fur et à mesure, évidemment, de l'augmentation de la densité de population, de véhicules, etc., les problèmes sont apparus. Mais les problèmes, ils ne sont pas neufs. Vous savez, où que vous habitiez, quel que soit votre logement, vous l'entretenez. Or ici, moi, ce qui me surprend aujourd'hui, dans ce constat, c'est qu'on n'a pas entretenu alors qu'il y a eu des signaux d'alarme. C'est un sujet qui ne m'est pas familier, mais j'ai lu comme tout le monde, je me suis un peu renseigné, et j'ai vu que dans les ministres précédents, déjà dans les années 90, il y a eu des signaux d'alarme qui ont été lancés, des demandes d'analyses qui ont été faites, et puis finalement on n'a pas tenu compte. Alors maintenant on attend qu'il y ait une catastrophe et qu'il y ait un danger de mort, parce que quelqu'un qui reçoit une dalle sur la tête alors qu'il conduit, ce serait dramatique. Est-ce qu'il faut attendre tout ça pour réagir? Je vais laisser la conclusion de ce chapitre à Julie Frère. Je vais conclure, mais simplement... D'accord. Je pense que, évidemment, c'est intéressant de se poser les questions de la responsabilité de chacun, mais ce qu'on constate quand même, c'est que du point de vue du consommateur du nafter belge aujourd'hui, à Bruxelles en tout cas, on peut le dire, presque nulle part. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent tout doucement, mais il y a tellement de choses à faire au niveau d'encourager les transports en commun, et de quoi on parle maintenant, d'augmenter les tarifs de la SNCB. Ou de rajouter un tunnel aussi. Mais donc, je veux dire, c'est une vision qui, évidemment, doit être multimodale. On parle de la voiture, il faut penser au vélo, il faut penser au transport en commun, il faut des parkings de dissuasion, et tout ça, on l'attend depuis très très longtemps. Alors, et les choses sont quand même lentes. Vrai. Eh bien, ne nous décourageons pas, parce que maintenant, on va parler du budget de l'État. Et là, ça va être moins drôle aussi. Il y a 2 à 3 milliards à trouver avec l'ajustement. Alors, à quel rythme, comment, quand? L'opposition tape dur. Et vendredi midi, je recevais Ahmed Laouej, qui expliquait un peu quels étaient les chiffres qui sont sur la table. 3 chiffres. 2,2 milliards, ça c'est si on suit les efforts que demande l'Europe. On appelle l'amélioration du déficit structurel. C'est 3,2 milliards si le gouvernement souhaite revenir à l'équilibre en 2018, comme lui-même s'y est engagé. Et il est important en effet de revenir à l'équilibre, sans pour autant faire de politique d'austérité, parce qu'une autre politique est possible, pour précisément éviter une augmentation de l'endettement public. Alors vous avez un autre chiffre, en effet, que l'on entend ici ou là. C'était aux 2,2 milliards que le gouvernement retient, il rajoute 600 millions d'euros, qui sont les moyens qu'il faut consacrer à la crise de l'asile et de la migration. Plus, Martin Buxon, avant de vous entendre, je voudrais vous montrer une image qui est une image assez forte de jeudi après-midi. C'était à la Chambre. Et c'est cette députée SPA, Ktiri, qui vient du Limbourg, qui est la chef de groupe, qui est chef de groupe socialiste flamande, et qui a amené un miroir à Charles Michel en lui disant « Regardez-vous, et est-ce que vous avez fait quelque chose pour ce budget ?» Parce qu'elle trouvait qu'il se défaussait beaucoup trop sur les gouvernements précédents et ne voyait pas assez suffisamment sa propre
propre responsabilité. Alors Martin Buxan, cette affaire du budget, c'est un chaos énorme. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le constat, déjà, le constat de... il faut dire que le ministre de Finances actuel, Johan van Overtveld, a passé sa vie à donner des leçons. Il était rédacteur en chef de Trends en disant des bonnes leçons d'orthodoxie budgétaire, etc. On voit que, ça a dérapé complètement au niveau des recettes fiscales. C'est abyssal. C'est le pire ministre des Finances. Ça c'est les termes d'Elio Di Rupo, et je lui laisse, voilà, honnêtement, mais ça a dérapé solidement. C'est pas la première fois que ça dérape, mais là, c'est des proportions qui sont vraiment grandes, et ça handicape, et ça plombe ici le contrôle budgétaire qu'ils entament maintenant. Deuxième élément, c'est est-ce qu'on va s'en tenir à l'objectif d'équilibre budgétaire en 2018? Alors, moi j'entends la ministre du Budget, Sophie Wilmès, qui a dit, c'était un ballon d'essai, je pense, est-ce qu'on doit s'en tenir à 2018? Il a été dégonflé assez vite. Il a été dégonflé assez vite, bon, voilà, je crois que c'est là autour que ça va tourner, quoi. Bon, on va demander l'avis de nos invités politiques. Marie-Arena, donc ce budget, comment s'en sortir? Alors, moi, je pense que ça montre qu'il y a un vrai amateurisme au niveau du budget. Il y a eu un certain nombre de cadeaux budgétaires qui ont été faits. Le gouvernement les a vantés, les a mis sur la table en disant tout va bien, on va faire un tax shift, on va pouvoir offrir un certain nombre de choses. Et puis, on se rend compte qu'il a vécu au-dessus de ses moyens. Et donc ça, c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Surtout parce qu'il n'y a pas eu de détérioration des indicateurs de croissance. Donc on a eu des moments où on a eu des prévisions qui montraient une croissance à 1% et puis on est passé à du 0. Ici, ce n'est pas le cas. On n'a pas eu de détérioration de facteurs externes. Et donc ils ne peuvent pas dire que c'est parce que... Il n'y a pas de facteur extérieur. Il n'y a pas eu de croissance en moins quand même. Voilà, mais ce n'est pas ça qui a fait la modification. Donc on a vraiment une question de mauvaise gestion, surtout dans un gouvernement NVA qui disait gut bestuurt et qu'il faut, eux, c'est les meilleurs pour gérer et qui vont faire toutes les économies possibles et que tout va pouvoir se faire. On se rend compte qu'ils ne l'ont pas fait. Et en plus, ce qui se passe, c'est que les efforts qu'ils ont demandés jusqu'à présent sont des efforts qui sont faits sur le plus grand nombre. C'est un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire poser l'effort sur tout le monde et comme ça, il était moins visible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'ils font des économies, s'ils doivent aller les faire, il faut arrêter d'aller les faire sur les mêmes, sur ceux qui ont déjà payé la facture. Il va falloir aller les faire ailleurs. Alors, c'est pas pour vanter le gouvernement Di Rupo, mais je le ferai quand même. On a quand même été chercher... On a compris. On est quand même... Oui, mais avec des... Alors, d'une part, avec des détériorations d'indicateurs extérieurs. En 2013, je crois qu'on avait compris que le message, c'était dire c'était à cause des autres. Marie-Arena, on va laisser la parole à la Défense, à Jacques Brotchi. Une dernière chose, c'est qu'on était allé chercher 7 milliards d'économies vers là où il y avait de l'argent, c'est-à-dire les revenus du capital, c'est-à-dire la fraude fiscale. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ces efforts-là ne sont pas faits dans la même proportion. Donc maintenant, il va falloir aller chercher ça. On va un gouvernement de droite, donc voilà. Oui, mais donc maintenant, il faut arrêter de faire payer les pauvres. La parole à la Défense et donc à la droite. Je reprends une phrase de Marie-Arena. Il faut faire les efforts ailleurs. Oui. Chez les syndicats, chez les mutuelles. Il y a beaucoup d'argent. Donc, on n'en parle jamais. Mais je pense qu'il faut que dans une période de crise, tout le monde fasse un effort. C'est clair. Et qu'il n'y ait pas de protectionnisme de certaines organisations, je puis dire. Donc, non, je crois qu'il y a pour l'instant un conclave budgétaire. Il faut laisser les experts travailler. Je suis certain qu'ils vont nous trouver des solutions équilibrées. Moi, je suis un médecin, je ne suis pas un expert en matière financière. Mais justement, la NVA veut s'attaquer à la sécurité sociale. Mais est-ce que là, il y a une limite à ne pas dépasser, Jacques Brotchi? Je pense qu'il ne faut pas toucher au droit du patient de pouvoir être soigné dans les meilleures conditions possibles et avoir accès aux soins partout. Et ça, c'est essentiel, c'est ça la ligne rouge. Donc pour moi, il ne faut pas pénaliser le patient. Il ne faut pas non plus pénaliser le médecin parce qu'il faut aussi qu'il puisse... mais ce n'est pas parce que je dis ça alors on ne peut pénaliser personne. Si, il y a des moyens. Mais il faut voir aussi, vous savez, la sécurité sociale, ce n'est pas que la santé. C'est aussi évidemment
tout le volet chômage, tous les pensions, c'était énorme. C'est un ensemble. Ouais. Donc, je crois que là, il faut laisser les spécialistes réfléchir et faire en sorte que ce ne soit pas la population qui trinque dans ce contexte-ci. Une réflexion de Marcel Sel. Oui, est-ce que Nicolas de Decker, dans le Vif l'Express, en parlant de Johan van Overtveld, dit en fait il n'est pas incompétent, mais c'est encore pire. Il déconstruit sciemment le système social d'abord pratiquement en provoquant des dérapages budgétaires pour dire après maintenant il faut que les dérapages sont volontaires. Est-ce que Martin Buxan n'a pas l'air d'accord? Mais non, oui, je pense que c'est plutôt non, je pense pas que ce soit sciemment. C'est de l'incompétence plutôt simplement. Il n'a pas fait montre d'une grande compétence en tous les cas dans les recettes fiscales. Ou d'une grande volonté de le problème. On parle très bien. Là, il y a 6% du budget. On aura l'occasion de revenir sur le budget dans les semaines à venir, même s'il y a des dates butoirs, mais on verra bien cela. Je vous propose de passer à un autre chapitre. On parle assez souvent des commerçants sur cette antenne. Il y a beaucoup de commerçants à Bruxelles. Et le haut de la ville a reçu, une partie du haut de la ville a reçu le statut de zone touristique. Et donc, du coup, ils vont pouvoir ouvrir 7 jours sur 7. Et il y a déjà le centre-ville qui le fait. Et chaque premier dimanche du mois, ils organisent une animation. Et voilà le reportage que nos équipes Diane Warland étaient filmées dimanche dernier sur comment marche ce shopping on Sunday. Attirer du monde au centre, le premier dimanche de chaque mois, tel est l'objectif de la ville de Bruxelles. Sur la place de la Monnaie, des animations pour enfants, des clowns, des animaux de la ferme, de quoi attirer des familles qui pourront aussi du coup s'adonner au shopping dans la rue Neuve toute proche. En tant que touriste, ça m'arrange de venir ici. Après, pour les gens d'ici, je sais pas, il faut leur demander. Je trouve que c'est très bien. Pourquoi ? Pour nous, comme nous sommes indépendants, qu'on travaille pas mal. Alors le dimanche, c'est un jour de plus qu'on peut visiter les magasins. Je trouve ça bien, surtout qu'on ne travaille pas le dimanche, mais c'est pas assez. Un dimanche par mois, c'est pas assez. Du côté des commerçants, par contre, c'est plutôt la soupe à la grimace. Plusieurs magasins sont d'ailleurs fermés, dont de grandes enseignes. Personne n'a voulu répondre devant notre caméra, mais beaucoup parlent de catastrophe. Selon eux, un dimanche d'ouverture par mois, c'est comme un emplâtre sur une jambe de bois. Le piétonnier est toujours dans le collimateur. Ce n'est pas une façon de compenser par rapport aux piétonniers, mais de fait, c'est une des mesures qui a été prise pour favoriser le développement économique. Et effectivement, dans une ambiance un peu morose, ça tombe bien que ces commerces puissent un petit peu récupérer leur chiffre d'affaires sur un jour d'ouverture supplémentaire. Cela fait 1 an que les commerces du centre peuvent ouvrir le dimanche. Cette ouverture dominicale fait en tout cas le bonheur des touristes. Bruxelles s'aligne ainsi sur de nombreuses capitales européennes. Alors, Véronique de Montfort, cette ouverture du dimanche, c'est souhaitable ou pas? Mais je pense que c'est souhaitable. D'abord parce que le bouclage de Bruxelles a entraîné une perte d'à peu près 100 millions d'euros au niveau commercial et le centre a été extrêmement touché. Et maintenant, j'allais dire, nos amis parisiens seraient à genoux pour avoir cette possibilité d'ouvrir le dimanche. Vous savez qu'à Paris, même l'avenue des Champs-Élysées, on est toujours dans un blocage avec les syndicats pour ouvrir la Fnac, pour ouvrir les grands magasins qui attirent des touristes. Or, on sait que les touristes viennent 2 jours ou 3 et que si ce n'est pas ouvert le dimanche, ils partent à Londres où c'est ouvert le dimanche. Alors, franchement, je préfère qu'ils restent chez nous. Tant pis pour les Parisiens, mais je pense que vraiment c'est une bonne chose et que la communication devrait être encore plus forte que celle-là. Julie Frère, vous êtes d'accord là-dessus? Ce qui est difficile, c'est que nous, évidemment, on a une organisation de consommateurs belges et donc, a priori, on s'intéresse à la vie des consommateurs belges et en l'occurrence, ces différentes enquêtes de satisfaction que nous avions faites montraient que les gens étaient très contents des horaires d'ouverture pour tout ce qui était supermarché, magasins d'alimentation, etc. Ils n'ont pas besoin du dimanche. Beaucoup moins par rapport aux administrations communales, aux banques et à la poste. Donc il faut ouvrir les communes le dimanche. En fait, c'est ça la solution. C'est ça. Voilà, c'est ça votre solution. Eh bien, on retiendra ça. Mais donc c'est clairement pour les touristes plutôt que pour les Belges. En tout cas, ce qui ressort de nos enquêtes, c'est qu'il n'y a pas de demande des consommateurs belges vers plus de flexibilité. Les chroniqueurs veulent parler et après ce sont les politiques. Martin, un petit mot. Les commerces le dimanche, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais est-ce qu'on ne doit pas aussi... Alors, il y a du service de nettoyage, j'imagine, de la voirie, etc., qui doit suivre, qui doit être ouvert. Et en fait, l'ouverture du dimanche, si c'est pour les touristes, il faut que ce soit tous les dimanches, sinon on ne s'en sort pas. Et deuxièmement, c'est aux commerces de savoir s'ils ont besoin d'être ouverts ou pas.
Jacques Brocchi. Ça doit être tous les dimanches, d'accord avec Marcel Sell. Pour revenir, au moins qu'on soit d'accord sur un point. Donc, si on le fait, c'est tous les dimanches, je crois. Mais ça ne doit pas être une obligation. D'ailleurs, ça n'est pas une obligation, c'est une faculté, c'est une possibilité. C'est la raison pour laquelle tout le monde n'est pas obligé d'ouvrir le dimanche. Et je peux comprendre que certains, ça ne les arrange pas. Ils ont un autre mode de vie, ils sont organisés autrement. Donc moi, je trouve ça très positif. Et comme on a parlé des communes, je voudrais quand même dire que dans ma commune à Uccle, notre échevin de l'état civil, Boris Dillès, il marie le dimanche. Ah, il marie le dimanche. Et bientôt dans le parc. Parce que quand il fera beau, il mariera dans le parc. Marie-Arena. Et vous, à Forêt, est-ce qu'il y a des commerces ouverts le dimanche? Alors, je pense, Forêt n'est pas classifiée zone touristique en tant que telle. Elle a de très beaux parcs. Et dans les parcs, il n'y a pas de magasins. Et donc, j'encourage tout le monde à aller se balader au parc le dimanche. Par contre, en ce qui concerne les ouvertures le dimanche, moi, je pense que, les limiter aux zones touristiques me semble intéressant parce que, effectivement, ça concerne, et c'est ce qu'on disait, ça ne concerne pas les consommateurs belges en particulier, mais c'est plutôt les touristes qui sont intéressés. Le tourisme, c'est quand même 35 000 emplois à Bruxelles. C'est énorme. Et donc, je pense qu'on doit aussi regarder ce que cela représente comme besoin et comment on doit s'organiser. Donc ça, je pense que c'est important. Ce qui est aussi important, c'est respecter les conventions collectives. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le travailleur qui travaille le dimanche ait plus en travaillant le dimanche. Donc, un travail du dimanche, c'est pas un travail du lundi. Mais c'est encore réaliste, et donc, ça, parce que mais vous savez, quand vous êtes franchement, femme seule ou homme seul avec des enfants, mais quand vous travaillez le dimanche, vous n'avez pas de garde d'enfants. Et donc, ça vous coûte de travailler le dimanche. Ça vous coûte plus que de travailler le lundi, parce que le lundi, tous les services sont organisés pour vous dans une donc il faut pouvoir dire non. Il faut avoir la capacité de pouvoir dire non. Donc je pense qu'on doit respecter les travailleurs, aller dans ces conventions collectives qui sont négociées et aussi peut-être penser à des structures qui sont des structures qui facilitent le travail de ces travailleurs. Les gardes d'enfants, c'est important. Ça veut dire aussi. Véronique de Montfort. Oui, ça veut dire qu'on peut créer des nouveaux emplois. Parce que si on crée des structures d'accueil le dimanche, on crée des nouveaux emplois, des nouvelles possibilités. Donc c'est une réflexion qu'on doit pouvoir avoir dans le confort du travailleur aussi. Je vous propose de passer au dernier sujet d'actualité, en tout cas. On va parler des pesticides, et plus particulièrement du Roundup, ce qu'on appelle le glyphosate, qui est à la base du célèbre Roundup de Monsanto. La Belgique est contre l'interdiction, l'Europe se tâte. Il y a plein de spécialistes d'associations qui sont pour cette interdiction. Alors, il y avait un débat dans M, dans notre magazine, mercredi, et je vais vous proposer de regarder le spécialiste de l'administration qui, lui, soutient la position du ministre Borsu. Il n'y a pas de risque, selon vous, si l'on prolonge l'utilisation du Roundup? Non, pas du tout. On n'a aucun souci. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas ça au sérieux. Et donc les études de l'OMS, en fait, vous en faites fi, vous n'en tenez pas compte? On a tenu compte de ça, on a bien évalué, mais nous, on se base sur l'avis de l'EFSA, donc c'est l'autorité européenne, qui décide, qui donne une évaluation pour les pesticides. C'est eux qu'on suit normalement en principe. Et l'EFSA même a intégré le rapport de IARC. Ce n'est pas l'OMS, je dois corriger ça. C'est une agence qui dépend de l'OMS. Qui rapporte, oui. Ils ont intégré ça dans leur avis, mais ils arrivent à une autre conclusion. Parce qu'ils ont tenu compte de beaucoup plus d'études. Il y a plein d'autres études qui sont beaucoup plus détaillées, qui donnent d'autres indications. Et l'ensemble des données dont on dispose indique clairement qu'il n'y a aucun risque. Alors, Julie Frère, beaucoup d'études d'un côté, une seule de l'autre. Vous comprenez la position du gouvernement fédéral ? Non, nous, on est vraiment... D'ailleurs, on s'est coalisé par rapport à cette problématique avec des organisations de santé, environnement, famille et évidemment consommateurs, parce que pour nous, il faut vraiment appliquer le principe de précaution. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui est quand même assez interpellant, on parle de beaucoup plus d'études d'un côté que de l'autre. La plupart de ces autres études sont financées par l'industrie elle-même. Donc ça pose quand même certaines questions par rapport à l'impartialité et l'indépendance de ces études. Et donc pour nous, aujourd'hui, il y a un organisme qui n'est pas n'importe lequel, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, qui classe
le glyphosate comme probablement cancérigène. Et donc à partir de ce moment-là, donc c'est le principe de précaution. Il faut appliquer le principe de précaution. Maria-Arena, de l'autre côté. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, au niveau du Parlement européen, le groupe socialiste et démocrate a pris une position sur cette question en disant qu'il serait contre la prolongation de l'utilisation de ces substances. Et donc, on a déjà pris une position. Il y aura une négociation qui sera établie entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement. Mais en tout cas, au groupe socialiste et démocrate, on a déjà pris une position qui était contre. Jacques Brocchi, médecin, scientifique, vous avez certainement une position là-dessus. Oui, tout d'abord, en ce qui concerne ces études, je crois qu'il faut un peu de recul puisqu'elles tombent ici et que ce sont des études qui disent le contraire. Donc, laissons le temps au temps, mais pas un temps immense. Mais je sais que la Commission réfléchit et qu'il va y avoir, dans les semaines qui viennent, une prise de position, et notamment aussi de la part des États qui vont devoir donner une réponse à la Commission. Donc aujourd'hui, c'est difficile de trancher. Ce que je voudrais dire, c'est que parfois, on a tendance à aller un petit peu trop vite dans les classements. Ce qui ne veut pas dire que le fait de dire que le Roundup, pour ne pas le citer, pourrait être probablement cancérogène, je n'en sais rien. Mais on a des classements 2A, 2B, etc. quand on voit toutes les substances. Alors, je vais vous donner un exemple qui est dans le classement 2B. Dans le classement 2B, on a mis entre autres... Et c'est quoi le classement 2B? C'est un classement de catégorie de substances et on évalue leur risque potentiel d'induire un cancer. Alors, ce classement-là, eh bien, il met dans la même catégorie que la catégorie 2B. Ici, on est dans le 2A, probablement. Donc, on est un peu plus haut à vérifier. Mais dans le 2B, pour vous dire combien il faut se méfier de ces classements, on met ensemble les GSM, les antennes Wi-Fi, et le café et les cornichons. J'ai trouvé ça. Alors, non, je demande quand même un peu de sérieux, et je crois qu'il faut laisser aux organismes qui sont des experts de réfléchir, de faire un rapport ou des rapports, et puis j'ose espérer qu'on prendra la bonne décision pour la santé de nous tous. Vous faites donc confiance aux spécialistes de Moi, je fais confiance aux spécialistes, mais il est vrai qu'il faut des spécialistes qui peuvent donner des avis divergents, et puis il faut faire la synthèse. Pas tous de l'industrie, par exemple. Non, je pense que c'est important. Mais c'est important, on ne peut pas décider sur une analyse. Justement, ce qui dans un était sens intéressant, avant Maria-Arena, c'est Martin Buxan d'expliquer le problème entre les régions et Oui, j'entends les deux ministres. Alors le ministre Borsu est pour le produit, oui. Tandis que le ministre Carlos deux ministres régionaux, région wallonne, est contre. Région bruxelloise aussi. Le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il doit croire? Alors, Maria-Arena, là-dessus. Donc, plusieurs choses. Ça met en évidence la question de l'indépendance des études. Mais dans les deux sens. Il y a des études qui sont aussi très anti-Monsanto parce que c'est OGM. Non. Donc ici, c'est à partir du moment où une étude est financée par l'industrie, elle est automatiquement partiale. Et donc, on doit vraiment faire attention. On a de plus en plus d'études qui, de manière très cachée et détournée, sont des études financées par l'industrie. Donc, on doit être prudent. Que ça devienne politique, moi je pense que c'est très bien, ça doit se faire au niveau européen. Donc c'est-à-dire on doit avoir une position politique sur le principe de précaution. C'est un principe qui est important au niveau européen, on doit le défendre. À partir du moment où on a des indicateurs indépendants qui nous disent il y a là potentiellement un risque, eh bien notre objectif à nous de politique, c'est de protéger et donc de prendre une mesure qui soit une mesure contre. Alors on n'a pas tellement de temps parce que ça va jusqu'au juin 2016 l'autorisation pour continuer. Et donc la Commission va venir très très vite avec une proposition et donc on devra trancher. L'idéal ce sera au niveau européen pour qu'il n'y ait pas de bagarre politique au niveau belge. Réponse de Jacques Brocchi et après on passe au coup de cœur de nos chroniqueurs. Très rapidement, et je me tourne vers Maria-Arena. Encore une fois, moi, dans les notes que l'on m'a soumises, on me dit que l'EFSA a été fondée par la Commission européenne. Oui, mais justement, alors, ça ne veut pas dire que c'est indépendant. Moi, je pensais que la Commission européenne était indépendante. Ah, mais ça, vous êtes naïf. Vous êtes naïf, monsieur Brocchi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans certains documents... elle est soumise aux pressions de l'industrie, dans pas mal de documents rédigés par la Commission, ils sont rédigés avec l'impulsion à 92% de lobbies qui viennent de l'extérieur. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être naïf par rapport aux documents qui sont rédigés par la Commission aujourd'hui. Mais je pense à la remarque de Marcel Sell tout à l'heure qui disait aussi des études qui sont faites par des anti-OGM de base, elles sont peut-être partiales aussi. Non, mais c'est tout le drame actuellement de la consommation, parce que il faut savoir que l'EFSA, en tout cas la Commission européenne, elle-même a été condamnée par le tribunal de l'Union européenne à cause du bisphénol, des phtalates, des solvants, des perturbateurs endocriniens.
qui coûterait 150 milliards par an. Donc c'est beaucoup plus vaste que défini. parce qu'on est voilà. C'est la raison pour laquelle il faut de l'indépendance. Il nous faut des études indépendantes qui aillent dans un sens, dans l'autre sens. Et qu'on puisse objectiver tout cela. Mais ça, merci. Énormément de moyens. Donc on a jusqu'au mois de juin pour en parler. Maintenant, les coups de cœur des chroniqueurs, on va commencer par Marcel Sel qui a voulu nous parler de la semaine de la langue française. Est-ce que vous savez, Jean-Jacques, ce que c'est qu'un champagnier? Non. Eh bien, au Congo, c'est une personne d'influence qui a le bras long. Et c'est un des 10 mots de la semaine de la francophonie, qui viennent du Québec, du Congo, de Haïti, de Belgique, de Picardie, qui montrent la variété. Il y a les mots comme lumerotte, poudrerie, ristrette, fada, draché, qu'on connaîtra. Un dépanneur, vous savez ce que c'est un dépanneur au Québec? Eh bien, c'est c'est un magasin de nuit, un champagner. Donc, bravo, un point pour Martin Buxon. Et voilà, et vous allez sur le site lalanguefrancaisenfait.be. On vous invite à jouer avec tous ces mots, et notamment à Molenbeek, à la bibliothèque numéro 2, de 14 à 16 heures la semaine prochaine. Oui, ne le ratez pas. Écris-moi 10 mots de la langue française. Oui, voilà. Avec Marcel Sel, à mon Cherchez avis. vos mots. Julie Frère, à vous de nous parler de votre coup de cœur. Alors nous, on dit souvent quand on s'inquiète ou quand quelque chose ne va pas, et donc cette fois-ci, j'ai aussi eu envie d'annoncer une bonne nouvelle. Il y a eu un vote hier au Parlement européen qui concerne l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage des animaux. Et on se rend compte dans la seule Union européenne que les bactéries qui se deviennent résistantes aux antibiotiques sont responsables chaque année de 25 000 décès avec des coûts de plus de 1,4 milliard de dollars. Et donc nous avions demandé une action urgente. Nous avons sollicité des parlementaires européens qu'ils votent pour restreindre, qu'on ne puisse plus utiliser les antibiotiques à titre préventif pour tous les animaux. Comme ça, dès qu'il y en a un qui est malade, on donne des antibiotiques à tout le monde. On ne donne d'antibiotiques que quand l'animal est vraiment malade. Et donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Il y a un pas dans la bonne direction. Et donc on suit ce dossier parce que maintenant les discussions passent au félicite de ça. On la voit souriante. Martin Buxon, vous. Oui, moi c'est un peu plus trivial, désolé, mais je regarde beaucoup de séries télévisées le soir pour me détendre, etc. Oui, et comme beaucoup de gens. Il y en a une que j'ai découvert tout récemment et qui m'a vraiment laissé pantois, Baron Noir. C'est vraiment génial. Alors c'est Cadmerat, je crois, c'est son premier rôle un peu dramatique, etc. Et c'est une série politique, donc qui explique les dessous de la politique française et du PS français. Ça se passe dans le Nord-Pas-de-Calais, et c'est extraordinaire. C'est vraiment avec on dit que le personnage est inspiré de Julien Drey, le socialiste français, et donc c'est vraiment les coups fourrés, mais aussi les choses nobles, et on voit vraiment l'affrontement entre les technocrates et les gens de terrain, et c'est vraiment bien fait. Et donc ça passera sur BTV. Donc c'est Baron Rouge. Baron Bleu. Ça passe sur Canal+, ça passera bientôt sur BTV. Alors à présent, c'est Véronique de Montfort qui va terminer cette liste de coups de cœur avec le sien. Oui, eh bien moi je voulais vous emmener en Grèce en fait, au théâtre Marny au début avril. Il y a la reprise de la pièce de Jean Anouilh jouée en grec. Donc Antigone, qui est le mythe grec par excellence, joué par une troupe amateur et dont la metteur en scène est une femme. On parlait la journée de la femme. La metteure. Voilà, la metteure, qui est Voula Kayassa, que j'ai l'honneur de connaître. D'ailleurs, c'est une fille dynamique, intelligente. Et dans Antigone, vous trouverez pendant ces 4 jours, une Antigone que vous ne l'avez jamais vue, jouée en grec, mais sous-titrée en français, comme à Avignon. Alors, il faut savoir que la totalité des recettes de ces 4 représentations seront reversées intégralement à une œuvre en Grèce qui accueille les migrants. Parfait, merci beaucoup, merci à tous les invités, merci à tous les chroniqueurs pour votre participation, merci aux 2 petits nouveaux, j'espère qu'ils reviendront à l'occasion, et je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine, le week-end prochain, pour une nouvelle édition des Experts. Bon week-end!